Et je pense que ça fait partie d'ailleurs des plans stratégiques que l'AFDEC a voulu soumettre il y a quelques années aux autorités sanitaires pour travailler sur comment valider ou accueillir les entreprises qui sont dans le secteur biomédical. Et c'est un thème d'actualité, c'est très dense. Par contre, ce que nous pouvons déplorer, c'est que les professionnels de l'équipement médical ne soient pas associés à ce type de discussion. C'est des discussions qui sont très utiles et importantes pour le Sénégal, surtout pour notre secteur. D'ailleurs, on va attendre le développement de Papa Mahadjaou, qui est au niveau de l'ARP, pour comprendre aussi qu'est-ce que l'ARP utilise comme définition du dispositif médical. Parce qu'apparemment, entre les professionnels de l'équipement médical et l'ARP, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair. Et éventuellement, notre prochain intervenant, Dr Papa Mahadjaou, va peut-être nous éclairer sur ce sujet. Je vous donne la parole. Je voulais juste ajouter une chose. On est pris par le temps. Dans l'agenda que nous avons, il y a une présentation qui doit suivre, celle de Dr Khadijatou Fall. Je l'ai vu, on en a parlé à la pause, mais le temps ne nous le permettrait pas. Honnêtement, on a décidé qu'il y ait une seule personne de l'ARP qui va faire son discours, sa présentation. Et éventuellement, on peut partager la présentation de Dr Khadijatou Fall, que je connais bien et qui mérite justement de passer. Mais malheureusement, on a perdu plus d'1 heure de temps dans la première édition, dans la première session. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Vous n'ignorez pas qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitaient partir au plus tard à 13 h. Donc c'est pour ça que je voudrais vraiment interpeller les prochains intervenants en leur demandant de vraiment respecter le timing de 10 minutes qui leur est accordé et qui nous permettrait effectivement de pouvoir partir à temps. Je suis désolé, mais on est obligé de suivre cette procédure. Et je vous remercie pour la compréhension. Merci, monsieur le modérateur. Alors, je voudrais d'abord commencer par saluer l'assistance, en commençant d'abord par mes collègues de l'ARP, ici présents, les chefs de service, chefs de division. Je salue également le président Bamboudour, ainsi que toute l'assistance. Alors, aujourd'hui, je voulais d'abord, à l'entame de mon propos, remercier le DG de l'ARP pour m'avoir demandé de participer à ce panel. En l'occurrence, il s'agit du docteur Alioune Ibnou Abou Talib Diouf. Alors, la thématique du jour porte sur la régulation des produits de santé. À quoi faut-il s'attendre, notamment pour les dispositifs médicaux? Alors, donc, en tout cas, c'est un réel plaisir de participer à ce panel qui, pour moi, revêt un double intérêt, un intérêt théorique, mais également un intérêt pratique. Alors, le théoricien du droit que je suis, j'ai pu constater les évolutions qu'il y a eu dans ce secteur. Et je me suis rendu compte, effectivement, dans ce domaine-là, si on regarde bien dans les supports, la thématique n'est pas très bien adressée. Donc, c'est pourquoi j'ai été confronté à des difficultés à traiter cette thématique. Mais fort heureusement, il y a la loi qui aujourd'hui pose les jalons de la réglementation de ce dispositif. Alors, donc mon plan est articulé ainsi qu'il suit. D'abord, je vais revenir sur des considérations d'ordre historique sur les dispositifs médicaux. Ensuite, je traiterai un peu du corpus juridique applicable au dispositif. Mon prédécesseur l'a bien traité, mais je vais parcourir sommairement le dispositif et rappeler la définition qui a été donnée par la loi. Parce que la loi donne une définition très claire de la notion de dispositif médical. Et la loi le met dans ce qu'on appelle le produit de santé. Produit de santé, c'est quoi? C'est les médicaments, c'est les dispositifs médicaux, y compris
ce diagnostic, c'est les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, mais également c'est les compléments nutritionnels. Et la loi habilite également le pouvoir réglementaire à classer toute autre catégorie de dispositifs. Alors, la définition, elle est donnée par la loi, mais permettez-moi très rapidement, donc, pour le plan, je vais aussi passer sur la classification et les typologies, parce que mon prédécesseur l'a traité, mais je vais vous entretenir sur l'état de mise en œuvre de la réglementation des dispositifs par l'ARP. Où est-ce que nous en sommes? Au regard de la loi et des décrets, et du décret, principalement décret 24-19 et accessoirement du décret 24-24 sur les vigilances. Je vous entretenir donc sur l'état de mise en œuvre de la réglementation. Et enfin, il y a deux parties qui restent et qui vont s'intéresser aux défis, parce qu'il y a des défis, aux enjeux, les contraintes, les opportunités et enfin des recommandations et conclusions. Très rapidement, c'est des considérations historiques. J'aime bien citer Portalis. Portalis, c'est le père du Code civil. Le Code civil au Sénégal, son parallèle, c'est le Code des obligations civiles et commerciales. Et il disait que pour comprendre la réglementation, il faut remonter à son histoire. Et aujourd'hui, on ne peut pas comprendre ce dispositif sans voir ce qui a été fait avant. Parce qu'on a l'impression que la réglementation des dispositifs est datée des années 90. Or, il faut noter que depuis le néolithique, des trépanations crâniennes et des amputations qui nécessitaient l'emploi d'outils chirurgicaux se pratiquaient. Durant également l'Antiquité, des poignards en silex auraient servi de bistouri pour ces opérations. Et les Égyptiens, naturellement, qui savaient opérer la cataracte, utilisaient des dilatateurs en cuivre pour traiter des sténoses utérales. Et aujourd'hui, les dispositifs, ce qui est convenu appeler dispositifs modernes, produits industriellement datés et datés du 19e siècle, notamment à partir de 1894 à Paris, notamment, et il a été lancé la fabrication normalisée et à grande échelle de seringues en verre. Et aujourd'hui, au XXe siècle, les besoins en chirurgie s'accruent considérablement lors des deux guerres mondiales. Et avec l'avènement de l'informatique et de la microélectronique, aujourd'hui, le dispositif médical évolue. Mais ce qu'il faut noter, c'est que avant qu'on ait les législations, les directives communautaires européennes, donc avant, il y avait ce qu'on appelle du matériel médico-chirurgical au dispositif médical. Donc on est passé de matériel médico-chirurgical au dispositif médical. Alors, toujours dans cette même longueur d'onde, alors 3 directives ont constitué le point de départ de la réglementation des dispositifs médicaux. Il s'agit de la directive 90 relative aux DEM implantables, DEMI. Il s'agit de la directive 93 relative aux DEM, dispositifs médicaux. Et enfin, de la directive 98 relative aux DEM de diagnostic in vitro. Donc, vous voyez un peu le séquençage, la séquence temporelle. Voilà. Maintenant, le corpus juridique actuel. Et je le rappelle, le point de départ, c'est la résolution WHA 6029 de la 60e Assemblée mondiale de la santé, où les États membres de l'OMS reconnaissent pour la première fois l'importance des technologies médicales dont font partie des dispositifs médicaux. Et le texte reconnaît également la nécessité de développer les compétences en matière technologique sanitaire, et en particulier des dispositifs médicaux. Donc voilà, le point de départ actuel de la législation, c'est l'Assemblée de l'OMS 2007. Ensuite, il y a eu cet important règlement communautaire, le règlement, parce qu'avant c'était des directives. Le législateur européen a estimé que peut-être que les directives ne marchaient pas, donc il fallait recourir au règlement, parce que le règlement a une portée directe. On n'a pas besoin de texte pour l'appliquer. Donc c'est ce règlement qui donne une définition de la notion de dispositif médical. Et c'est cette définition-là que l'on retrouve dans le décret, dans la loi 2023-06. C'est la même définition. Et je vais le rappeler, parce que au niveau de l'UEMOA, avec la décision 2021 également, on a repris le même règlement. Donc rien n'a changé d'un iota. Ce sont les mêmes textes, les mêmes mots.
Donc nous, on a importé le règlement européen. Ben, cela s'explique parce que 90% des produits sont fabriqués en Europe. Alors, très rapidement, pour le corpus juridique applicable au dispositif, je ne vais pas revenir sur la décision donc, qui a donné onction aux États d'implémenter cela. Et nous, à travers la loi 2023-06, relative aux médicaments et aux autres produits de santé, et dès l'exposé des motifs, on nous dit qu'il y a des lacunes. Il y a des lacunes parce qu'il y a absence de dispositions juridiques relatives aux dispositifs médicaux. Et ça, c'est le législateur qui nous dit qu'il faut réglementer. Donc, le législateur, à partir de 2023, dit que, effectivement, avant, il n'y avait rien sur le dispositif. Donc, dorénavant, à partir de 2023, la réglementation est là. Le principe est posé dans le texte. Et la loi procède à une première grande classification des dispositifs médicaux. Et le dispositif médical, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'ARP qui définit, hein, c'est la loi qui définit. C'est la loi dit dispositif médical, instruments, appareils, équipements, matières, produits, à l'exception des produits d'origine humaine ou autres articles, seuls ou associations, y compris les accessoires et logiciels, intervenant dans son fonctionnement, destinés par le fabricant à utiliser chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques, ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Ensuite, dans la terminologie de cette loi, on définit encore c'est quoi un dispositif médical in vitro. On définit encore c'est quoi un dispositif médical implantable. Donc, ouais, donc ce n'est pas l'ART qui définit, mais c'est le législateur sénégalais qui a défini la notion de dispositif médical. Alors, tout à l'heure, mon prédécesseur également l'a évoqué, le dispositif médical est revenu dans la loi à travers le monopole pharmaceutique. Voilà, et le dispositif également est dans le monopole pharmaceutique. Voilà, la vente en gros au détail de toute dispensation au public des dispositifs médicaux implantables. Ouais, donc ça c'est dans la loi et effectivement, le dispositif médical est un produit de santé et doit être ainsi considéré comme devant faire l'objet justement du monopole pharmaceutique. Alors, article 43, c'est l'habilitation réglementaire. Le législateur sénégalais attribue au pouvoir réglementaire dérivé de fixer les conditions de fabrication, d'enregistrement et d'importation, de distribution en gros et détail et des dispositifs médicaux sont fixés par décret. Donc, il n'y a pas de problème de lacune. Le décret est clair. La loi a donné au pouvoir réglementaire, à nous, pouvoir réglementaire, de pouvoir fixer les conditions. Et le décret 2023-24-19 également revient là-dessus et vous l'avez évoqué. Donc, le dispositif est là, pas d'absence, pas de vide juridique. Et enfin, au niveau de l'article 53, pour les agences de promotion, établissement dispositif, effectivement, là également, il donne compétence à la section C. Alors, j'avais mentionné tout à l'heure une première grande classification, mais je note également dans le décret une autre classification. Parce que dans le décret, effectivement, 2023-24-19, le décret institue ce qu'on appelle une typologie des dispositifs médicaux. Dispositif médical actif, dispositif médical de qualité inférieure, dispositif médical falsifié, dispositif médical non enregistré, non homologué, dispositif médical implantable, dispositif médical invasif, dispositif médical à usage unique, etc., etc. Donc, ouais, il y a une deuxième typologie de dispositif médical. Alors, je ne vais pas revenir sur la classification qui a été très bien expliquée. Il y a ce qu'on appelle les catégories de dispositifs pour les dispositifs in vitro, A faible, B faible moins, C moins élevé et D élevé. Cela également pour les DIMB, là également, je pense que c'est bien articulé dans la loi. Alors, très rapidement, également, il y a le décret 2023, vous l'avez évoqué, 24-23, instituant le système national de vigilance. Et il y a ce qu'on appelle également la matériovigilance, surveillance des incidents liés à l'utilisation des dispositifs médicaux. Bon, là également, c'est logé dans les vigilances spécifiques. Et illustration, une affaire qui a retenu l'attention en France de 2001 à 2010. La société Poly Implant Prothèse a utilisé de façon frauduleuse un gel de silicone de qualité non médicale pour la fabrication de prothèses mammaires. Relevé en 2010, l'affaire des prothèses PIP a concerné un grand nombre de patients, plus de 400 000 personnes dans le monde, au Royaume-Uni,
30 000 en France et 18 000 en Espagne. Et suite au retrait de ces produits par l'agence française en mars 2010, la Commission européenne a informé les États membres leur demandant de prendre des mesures nécessaires pour faire cesser la commercialisation des prothèses PIP. Et ce scandale sanitaire a mis en lumière un certain nombre de dysfonctionnements quant à la mise sur le marché des dispositifs médicaux en Europe. Défaillance dans le contrôle, insuffisance de surveillance post-commercialisation. Et l'affaire, justement, a été utilisée lors de l'élaboration du nouveau cadre juridique européen. Donc, à partir de cette affaire-là, que le législateur européen a mis de côté les directives de 90, 93 et 98 et a mis en place le règlement de 2017. Alors, il y a également un problème, un débat sur la détermination de la frontière entre les dispositifs médicaux et les médicaments. On sait qu'effectivement, en France, il y a des produits de santé que l'on considère comme des dispositifs médicaux. Or, au Sénégal, ici, on les considère comme des médicaments. Donc là également, c'est un problème parce que pas plus qu'hier, on avait un atelier et même les pharmaciens avaient des difficultés pour faire l'évaluation. Donc il y a cette nécessité-là de faire des formations pour que l'on puisse tracer la ligne de démarcation qui puisse exister entre ces deux notions. Et ce débat-là, ce n'est pas que les techniciens ou bien les pharmaciens, et même les juges ont été interrogés sur ces questions-là. Et dans une affaire célèbre, Ionoplast, il s'agissait d'un dispositif comprenant des feuilles papier ordinaire et de papier aluminium. Et la Cour de cassation française, dans son arrêt en 1968, répondait à la définition de la composition mentionnée dans la définition française du médicament et que dès lors, le produit était soumis au régime juridique du médicament. Ouais, donc le juge a considéré que le produit est un médicament. Et très récemment, dans une affaire rendue en 2023 par la Cour de justice de l'Union européenne, également a eu à se prononcer sur le choix du statut juridique d'un produit, en l'espèce un spray nasal, médicament ou dispositif médical. Et dans cette affaire, le juge européen a précisé que dans l'hypothèse où le mode d'action principal d'un produit n'est pas scientifiquement démontré, celui-ci ne pouvait répondre ni à la définition du dispositif médical, ni à celle de médicament par fonction. Donc il appartient alors aux juridictions, aux États membres de retenir ou non la qualification de médicament par présentation. Donc, donc pour savoir si un produit donné relève d'un régime juridique de dispositif médical ou de celui du médicament, on examinera principalement son mode d'action. Un dispositif médical. Oui. Très rapidement, je finis par. Une minute, je termine. Une minute, 2 minutes. Alors, état de mise en œuvre de la réglementation. L'ARP. Qu'est-ce que l'ARP est en train de faire? Aujourd'hui, on est en train de finaliser l'arrêté fixant les modalités d'octroi d'agrément pour les établissements de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution et de maintenance des dispositifs. Je pense que nous avons tenu une réunion et c'est une diligence qu'on est en train de faire. Merci. Et ensuite, pour cette année, on va débuter le processus d'enregistrement des dispositifs en vue d'obtenir l'autorisation de commercialisation. Et un arrêté fixant les conditions d'octroi de l'autorisation d'importation est en préparation. Et enfin, également, à l'image de la Commission nationale des médicaments, il y aura un arrêté qui va fixer la création, la composition, les attributions et le fonctionnement du comité d'experts et la Commission nationale du dispositif médicaux. Donc cette année, au niveau de l'ARP, voilà un peu l'état de l'application de ce dispositif. Et pour dire qu'en Europe, le règlement a été adopté en 2017, mais ils ont commencé à appliquer en 2021. Vous voyez, alors que nous, la loi, c'est 2023. Donc on a une marge de manœuvre qui nous permet vraiment de mettre en place ce système qui va véritablement réguler ce secteur. Et enfin, Monsieur le Président, les enjeux, les défis. Aujourd'hui, dans le contexte sénégalais, il s'agit de prendre en compte les réalités locales en réduisant les dépendances aux normes de l'UE. 90% des DM sont importés. Le Sénégal doit devenir un hub de certification pour l'Afrique francophone. Et les enjeux, c'est quoi? C'est de former des experts. On va amener des agents de l'ARP en Inde,
parce qu'en Inde, il y a beaucoup de dispositifs médicaux et il faut qu'on forme. Ensuite, le marché, les contraintes, les marchés publics, souvent à préférence locale. Il y a également les démarches administratives qui sont lentes et les opportunités. Aujourd'hui, il y a le dispositif des médicaux connectés, la maintenance prédictive, l'IA, vraiment qu'on va utiliser, et le diagnostic accéléré. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Et enfin, conclusion, monsieur le modérateur, l'innovation locale doit être encouragée pour réduire la dépendance des importations, l'anticipation des contraintes aux entreprises entre s'associer avec des partenaires. Merci beaucoup. Moi, je vous dis ce que je pense parce qu'effectivement, c'est très passionnant. Et c'est quelque chose qui vient à son heure, cette législation. Je vais essayer de synthétiser les deux présentations par rapport à l'agenda pour éviter qu'on ouvre une série de questions-réponses parce que ça va allonger encore le temps. La première chose, M. Diop a parlé justement de quelque chose d'extrêmement important. C'est tout ce qui concerne aujourd'hui les dispositifs médicaux. Mais en même temps, il a parlé de l'agrément des entreprises. C'est d'actualité. Je peux dire qu'au niveau des différents fournisseurs d'équipements, c'est aujourd'hui d'actualité. Nous avons en nous-mêmes, en notre sein, organisé des réunions pour travailler et dire comment effectivement notre environnement doit être réglementé. Et d'ailleurs, c'est le lieu de remercier, ils ne sont pas là malheureusement, les responsables de la direction des laboratoires, pour le travail qu'ils ont fait, surtout au niveau des laboratoires. Aujourd'hui, les fournisseurs qui travaillent dans le laboratoire sont quand même, je dirais bien, il y a une réglementation. On ne peut pas entrer et vendre des produits de laboratoire si on n'est pas agréé par la direction des laboratoires. Cet agrément est assujetti à un ensemble de critères, de prérequis. L'entreprise doit avoir un pharmacien, l'entreprise doit avoir un stock, l'entreprise doit avoir une chaîne de froid qui permet effectivement d'avoir la traçabilité sur tous les produits qui sont commercialisés. Et on se disait, mais pourquoi dans les autres secteurs, il n'y a pas une réglementation? C'est pour ça que Diop, quand il a fait sa présentation, je dis, mais c'est excellent. Ça veut dire que la DIEM est en train de réfléchir sur comment aujourd'hui agréer les entreprises qui évoluent dans notre secteur. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation dans notre secteur. Vous pouvez vous lever aujourd'hui et vendre des respirateurs d'anesthésie. Vous vous levez aujourd'hui, vous vendez des respirateurs de réanimation, alors que c'est des instruments extrêmement dangereux qui, effectivement, gèrent la vie de certains patients. Donc aujourd'hui, je dis c'est bien arrivé et je vous félicite pour ce travail que vous avez fait, mais il faudrait inclure maintenant dans les réflexions, dans les travaux, les différents acteurs du métier. Je voudrais finir sur votre présentation parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement important que vous avez dit et qui adhère d'ailleurs à notre point de vue. Aujourd'hui, vous parlez de la loi, c'est vrai. La loi, elle est faite par les hommes. Mais il faudrait qu'on fasse attention sur certaines définitions. Au niveau du dispositif médical, il y a une définition de l'OMS qui parle de manière relativement claire. Vous me direz qu'il y a peut-être des aspects un peu ambigus parce qu'il y a la partie législation qui doit éclairer certaines classifications. Je suis parfaitement d'accord. Mais ce que nous, on voudrait qu'on évite, c'est que tous les dispositifs qui sont agréés aujourd'hui, contrôlés par l'ARP, ne passent sous le joug de la pharmacie. Quelqu'un l'a dit, les dispositifs et les actifs seront sous le contrôle des pharmaciens. Ça veut dire quoi? Parce que quand on parle de produits pharmaceutiques, on parle d'enregistrement. On parle de validation, on parle d'évaluation, on parle de normes. Et ça, je pense qu'il faudrait réfléchir sur le bon canevas qui nous permettra effectivement d'aller dans ce sens
et aussi d'éviter que nos systèmes d'importation, nos autorisations d'importation ne soient un goulot d'étranglement. Je m'explique. Aujourd'hui, si je dois commander des réactifs, je dois demander une autorisation d'importation. Si je dois commander un équipement, je dois commencer, il paraît, certains de nos confrères ont eu ces problèmes avec la douane. Ils sont obligés maintenant de demander des autorisations d'importation. Il faudrait, on n'est pas contre, ça permet au moins de contrôler ce qui arrive dans le pays. Par contre, il faut mettre les ressources humaines qu'il faut pour que ces types de documents qui sont exigés, parce que c'est gratuit, ce n'est pas payant, que ces documents puissent se faire très rapidement. Ça permet en fait de fluidifier un peu tout le système et de pouvoir continuer de travailler avec les différents acteurs de manière beaucoup plus fluide. Je vais terminer sur une chose qui quand même mérite d'être dite. Aujourd'hui, nous parlons de dispositifs médicaux, nous parlons d'ARP, nous parlons de la direction des laboratoires. Moi, je vais peut-être faire un petit hors-sujet en parlant de la DAGE aussi. La DAGE, la direction de l'administration générale et de l'équipement, qui aujourd'hui contrôle pour lancer des appels d'offres de fournitures d'équipements, les évaluer techniquement et faire des attributions de marché. Mais c'est le rôle de la DIEM. Pourquoi? Parce que la DIEM, c'est la direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance, et qui a toutes les prérogatives et toutes les compétences pour lancer aujourd'hui des dossiers d'appel d'offres, avoir la qualité et l'expérience pour pouvoir effectivement dépouiller avec des spécialistes et suivre l'exécution de ces types de marchés. Donc, c'est pour ça que je dis que je fais un hors-sujet, parce que la DAGE, aujourd'hui, le fait. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on regarde un peu cette incongruité qui, aujourd'hui, existe dans notre système? Je ne sais pas s'il y a des membres de la DAGE ici pour pouvoir peut-être apporter une certaine clarification ou bien une réponse. Mais bref, on est dans un environnement où il y a quand même des choses qu'il faut éclairer. Je vais avoir une dernière chose qui, en fait, à mon avis, c'est aussi important. C'est bien de légiférer, c'est bien de réglementer, mais il faut que les choses se fassent normalement aussi. C'est comme aujourd'hui, je me lève, je veux apprendre aux gens comment traverser la route, code de la route. Je leur dis, écoutez, il faut passer par le passage clouté, et que moi, je ne mette pas en place tout ce qu'il faut comme environnement pour que, effectivement, les feux fonctionnent. Donc, il y a tout un ensemble de choses sur lesquelles, aujourd'hui, il y a des incohérences qu'il faudrait éventuellement corriger à travers des réflexions communes. Je suis sûr que vous êtes en train de travailler sur des choses extrêmement intéressantes pour le pays. Là, nous, aujourd'hui, nous avons dépassé une certaine étape, c'est la commercialisation Jënd ak Jaay. Aujourd'hui, on a des membres qui veulent produire et qui commencent déjà à produire. On a des entreprises qui produisent localement, qui produisent des dispositifs, du consommable, et qui même aujourd'hui produisent des équipements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau, disons, de maturité qui nous permet de faire aussi bien de la production que de la commercialisation, de la distribution et du service après-vente. Donc c'est juste un petit commentaire que je voulais. Je ne peux pas m'empêcher de donner la parole à une spécialiste en la matière pour une contribution avant qu'on ne passe à la deuxième session. Je vous remercie. Madame Gueye, vous avez la parole. Président, merci beaucoup. Je prends un peu la parole de manière avant que vous n'arriviez à votre conclusion. Nous sommes arrivés ce matin, Président, il y avait un programme qui était très intéressant et qu'on tenait quand même à écouter. Et parmi les orateurs qui étaient prévus, il y avait le docteur Khalifa qui devait parler de la réglementation. Est-ce qu'on pourrait lui accorder 5-6 minutes pour qu'elle fasse sa présentation qui est extrêmement importante pour l'ASPEM? Et avant de proposer d'ailleurs d'élargir à une réunion d'1 heure ou de 2 heures où elle viendrait, invitée par l'ASPEM, présenter beaucoup plus en détail le travail qui a été fait sur la réglementation. Ce sujet sur la réglementation est extrêmement important pour nous et c'est un peu dommage de ne pas pouvoir l'écouter de manière ramassée. Et surtout, ce serait peut-être presque la première dame à parler aujourd'hui.
Voilà.